Donc bonjour. Dans cette leçon on va étudier la chose suivante. Donc on va voir une troisième règle pour étudier les réactions limitées. Je vous rappelle, la première règle c'est en utilisant le rendement. La deuxième règle c'est en ayant une donnée expérimentale qui permette de calculer l'avancement final XF ou le taux d'avancement. Et troisième méthode, c'est en utilisant donc une grandeur qu'on appelle constante d'équilibre. On va voir ça. Donc ça c'est le premier objectif. Donc il y a un deuxième objectif. On avait vu une règle qui permet d'augmenter le réaction d'une réaction limitée. Donc la règle était la suivante, je vous la rappelle. Si on introduit un réactif en excès dans une réaction limitée, le rendement augmente, ou si on élimine un des produits. Voilà, c'est une règle qu'on a utilisée. Voilà. Simplement maintenant on va l'expliquer. Et pour l'expliquer, donc il faut utiliser une autre grandeur qui s'appelle le quotient de réaction et aussi la constante d'équilibre. Bon, alors donc on y va. Alors la constante d'équilibre, donc je commence par une petite expérience ou un exemple si vous voulez. Donc on mélange deux solutions, qui chacune fait 50 ml, et il y en a une qui contient des ions sulfate et l'autre qui contient des ions bismuth. Bon, voilà, c'est comme ça. La réaction est limitée. Et les produits formés, c'est les ions SO8 2- et l'ion bismuth 3 Bi3+. D'accord. Et ce qu'on va faire, on va faire cette réaction limitée 3 fois avec des conditions initiales différentes. D'accord. Et on va étudier l'état final à chaque fois. D'accord. Alors, la première expérience, donc voilà la réaction. Voilà. Donc signe égal, ça veut dire que la réaction est limitée. Les ions sulfate, bismuth 5, ça c'est peroxydisulfate et Bi3+. Donc dans donc l'état initial, ici vous voyez je mets 5-10-3 mol d'ion sulfate et 4-10-4 mol de cet ion là. D'accord. Première expérience. Alors donc là je décris d'abord le début des trois expériences. Alors deuxième expérience. Donc voilà, je garde la même quantité d'ion sulfate, mais vous voyez j'augmente la quantité de celle-là. Donc c'est pas les mêmes conditions initiales. Et puis aussi, oui, je vais calculer l'état. Donc on va trouver l'état final, il y aura un état final. Et ensuite, on calculera la concentration de chaque espèce à l'état final. Voilà, alors ça sera assez facile parce que le volume du mélange, le volume total, c'est 100 ml. Donc il suffira de diviser par 0,1 litre chaque quantité là. La concentration, c'est la quantité divisée par le volume. Voilà, et troisième expérience. Alors on va regarder un peu les conditions initiales. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai diminué cette quantité-là et j'ai augmenté celle-là. Vous voyez, ça varie un peu dans tous les sens. Voilà, les conditions initiales sont très différentes. Bon, alors on imagine qu'on fait. Alors l'objectif c'est de pas remplir, c'est de ne pas, on va pas étudier le remplissage des tableaux. Donc on va voir, c'est de regarder, d'étudier l'état final. On a un certain état final et on l'étudie. Alors voilà ce que ça donne. Alors attendez, tac. Alors, attendez, pourquoi ça marche plus là? Voilà. Alors voilà. Donc voilà le premier état final. Donc, donc vous voyez, on a ces quantités-là, et pour trouver les concentrations de chaque espèce à l'état final, eh bien, il faut diviser ces quantités par le volume total, ça c'est les quantités. Le volume total c'est 0,1 litre, donc on divise par 0,1 ici, dit par 0,1 par 0,1, et voilà ce que ça donne. Tac, voilà, tac. Donc voilà, donc état final pour le premier cas. État final pour le deuxième cas. Bon ben, ça, c'est très différent de ça, bon, c'est logique. Alors la réaction est limitée, donc il reste, les 4 espèces sont en présence, sont dans le milieu réactionnel. Et enfin, le dernier cas, voilà, ce cas-là est différent des deux autres. Bon, ok. Alors maintenant, on va faire un calcul un petit peu bizarre, mais je vais l'expliquer, avec les concentrations à l'état final de chaque espèce. Alors ce calcul, le voici, je vais l'expliquer. Voilà, donc ça c'est la réaction. Alors donc c'est un gros calcul, il faut pas, je vais l'expliquer, voilà, il ne faut pas être inquiet. Alors, vous voyez, c'est une fraction. C'est une fraction, voilà, c'est une division. Alors en haut, qu'est-ce qu'on a? Alors regardez, on a la concentration de cette espèce-là à l'état final, fois la concentration de cette espèce-là à l'état final. Et le C0, c'est le même que le C0 pour le pH.
c'est parce que cette grandeur-là, ce rapport-là, on souhaite que ça soit sans unité. Donc pour chacune des concentrations, on divise par la concentration standard, hein, de 1 mol par litre. Comme ça, chaque petite division est sans unité, et donc globalement, ça fait une grandeur sans unité. D'accord. Alors ensuite, ici, vous voyez, vous avez puissance 2, puissance 1. Alors le 2, là, alors donc je finis quand même. Au dénominateur, on a la même chose, mais pour les réactifs, là, vous voyez, hein, concentration des réactifs, ici et ici. D'accord. Et alors maintenant, il y a des puissances. Alors la puissance, vous voyez, c'est le coefficient stoichiométrique. Hein, ici de 2, ici de 1. Voilà, bon, alors quand c'est de 1, on n'est pas obligé de mettre, mais voilà, c'était pour l'exemple. Bref, voilà, il faut faire la calculatrice, il faut faire ce calcul-là. Hein. Donc, voilà. Alors, oui, alors, j'ai plutôt mis à chaque fois petit f, hein, final. On peut mettre, ici, on pourrait très bien mettre petit f, final, ou x, ça veut dire à l'équilibre. Hein, voilà, une fois que la réaction est terminée. Hein. Mais on peut mettre petit f, hein, voilà, ça que, voilà. Et ça, c'est les puissances, comme je l'ai dit. Alors, donc du coup, on va faire le calcul pour le premier exemple. Donc, je fais ce calcul, voilà, pour le premier cas. Je remets la fraction. Voilà, donc du coup, S de 8 de moins, donc c'est ici. Donc là, je vais mettre 3, 10 moins 3. Alors, je ne mets pas divisé par 1, hein, ni puissance 1. BI3 plus, c'est ici. Voilà, SO4 de moins, c'est celui-là que j'élève au carré. Et 1, 10 moins 3 que je mets ici. Voilà, donc voilà, j'ai mis les valeurs. Alors, les divisés par 1, je ne les ai pas mis. Voilà, donc voilà ce que ça donne. D'accord. On met tout ça dans la calculatrice et on trouve 4,6. Voilà, c'est comme ça. Sans unité. Ok, donc je reviens, ça c'est pour le premier cas, donc on l'écrit, première expérience, 4,6. Alors, on va faire pareil pour les deux autres, alors je vais un peu plus vite pour les deux autres, hein. J'ai directement mis la fraction, et, bizarre, on trouve à nouveau 4,6. Et enfin, troisième expérience, vous voyez, c'est un état final totalement différent, mais on trouve 4,6. Donc vous voyez, cette fraction, elle est importante parce qu'elle permet de caractériser une réaction limitée. Donc on trouve une constante. Voilà. Et donc le nom de ce 4,6, le nom de cette constante s'appelle constante d'équilibre, parce que quand la réaction est terminée, on a les quatre espèces en présence qui sont là, on a ce qu'on appelle un équilibre chimique. Donc chaque réaction limitée est caractérisée par une constante, que l'on calcule comme ça, de cette façon, qui s'appelle constante d'équilibre et qui est sans unité. Voilà, donc ça je crois que je l'ai mis ici, voilà. D'accord. Maintenant je vais faire le cas général. Hein, donc au lieu de prendre un exemple, eh bien j'ai pris les molécules, je les ai nommées A, B, C et D, et les coefficients stoichiométriques, alpha, bêta, gamma et lambda. Hein. Voilà, donc c'est ici, hop, c'est là. Voilà, voilà. Donc voilà, je fais le cas général, réaction limitée, coefficients stoichiométriques et les molécules. Et donc du coup, voilà, il faut apprendre voilà, à calculer donc cette grosse fraction. Voilà, alors c'est pas très compliqué, hein, alors, donc, il faut se rappeler qu'il faut commencer par les produits, hein, par ce qu'il y a à droite. Donc on met concentration de C divisé par C0 à la puissance gamma fois concentration de D divisé par C0 à la puissance lambda. Voilà. Voilà, on se souvient de ça. Et puis on fait pareil pour le dénominateur. D'accord, même principe. Pour les réactifs. Hein. Au dénominateur, c'est la même chose avec les réactifs. Voilà. Hein, voilà. Alors, donc ça, à l'équilibre, ça veut dire à l'état final, si vous voulez. Hein. Et C0, c'est la concentration standard. Et on a mis C0 afin qu'il n'y ait pas d'unité pour KEC. D'accord, puisqu'on a mol par litre divisé par mol par litre dans les 4 cas ici. Voilà, donc ça, on retient. D'accord. Alors, vous voyez, on a trouvé 4,6 dans notre exemple. Alors si, mettons qu'on ait fait ça à 20 degrés, et si on avait fait ça, mettons, à 35 degrés, on aurait peut-être trouvé 4,7. Voilà, ça change un peu en fonction de la température, mais bon, le paramètre température, on ne l'étudie pas dans ce cas-là, donc bon, je le dis comme ça. Alors, après, donc voilà, je vous ai expliqué comment on écrivait la constante d'équilibre. Il peut y avoir des petites exceptions, il y a 2 exceptions. Si une des espèces chimiques est un solvant, alors en général c'est l'eau, si c'est le solvant, eh bien on n'écrit pas concentration en eau avec le coefficient stoichiométrique, on multiplie par 1. Hein, on remplace, voilà, on multiplie par 1. Voilà. Ça c'est le premier cas, donc ça il faut l'admettre. Hein. Hein, vous écrivez fois 1 à la place.
et si aussi c'est un solide. Hein. Si c'est un solide, hein, si l'espèce D est solide par exemple ici, eh bien on n'écrit pas tout ça, on écrit fois 1. Okay, donc on va faire un exemple. Voilà, ici, voilà ça, donc ça par exemple, il faut savoir faire. Alors, KEC. Alors le numérateur d'abord, hein, donc KEC égale le numérateur, donc je m'occupe de ça. Hein, puisque au numérateur je dois mettre les concentrations des produits. Donc là je vois que j'ai un solide, donc je mets 1. Ici, donc AC, ça veut dire que c'est un soluté, dissous, donc j'écris concentration à l'état final de SO2 divisé par C0, et le coefficient stoichiométrique est de 1, je ne vais pas écrire puissance 1, ça ne s'écrit pas. H2O liquide, donc là il s'agit du solvant, donc je mets fois 1. Donc au numérateur on aura ça, d'accord, hein. Ce 1 là, c'est parce qu'on est solide, ça correspond à ce produit là, et fois 1, ça correspond au solvant. Alors divisé par quoi? Divisé par la concentration, ça c'est thiosulfate, hein, concentration en thiosulfate à l'état final divisé par C0, puissance 1, donc on ne met pas, fois concentration en ioxonium divisé par C0, puissance 2. Attention, il ne faut pas oublier la puissance 2 là. Voilà, il ne faut pas oublier ici le 2. D'accord. Voilà. Alors après, on n'est pas obligé de mettre le 1 fois et le 1 fois. On aurait pu écrire directement ça. D'accord. Voilà, on n'était pas obligé. On pouvait écrire directement ça. Voilà. Donc ça c'est important pour étudier les réactions limitées, c'est important pour trouver les quantités de produits formés, SO2 par exemple ici, c'est important, on verra des exemples, quoi. On fera des exercices là-dessus après. Voilà. Bon, alors, donc maintenant l'objectif est d'expliquer la règle pour augmenter d'une réaction limitée. C'est ça l'objectif, voilà, c'est ce qui me reste à faire dans la leçon. Mais donc je vais y aller progressivement. Je vais d'abord répondre à une autre question. Et pour répondre à cette question, il faut que j'introduise une autre grandeur qui s'appelle le quotient de réaction. Alors le quotient de réaction, c'est pas compliqué. C'est cette fraction-là, si vous voulez, mais pas écrite à l'état final, pas écrite à l'équilibre, mais n'importe quand. Elle peut être écrite à l'état initial, au milieu de la réaction, à la fin. D'accord. Alors ça, on note pas que ça K, mais Q, un quotient de réaction. Voilà, alors j'ai pris un exemple ici, donc l'exemple de tout à l'heure. Eh bien, alors voilà, donc la question à laquelle on va répondre maintenant est la suivante, et ça nous sera utile pour ce que je veux obtenir, hein, comprendre comment on augmente le rendement d'une réaction limitée. Mais d'abord, voilà, je réponds à cette question. Alors, on étudie la réaction limitée suivante, voilà. Et ce que je fais, je vais faire quelque chose d'un petit peu bizarre, je vais mettre, au tout début, je vais mettre dans le milieu réactionnel en même temps A, B, C et 2. Hein. Je ne mets pas que A et B, je mets les 4. Hein. Je mets les 4 en même temps. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Il va y avoir une réaction chimique, là, ça va, il va y avoir une réaction chimique, hein, cette réaction chimique va se faire. Et puis à la fin, eh bien, j'aurai une certaine concentration A, concentration en B, concentration en C et en D, qui sera différente du début. Voilà. Donc, je vous rappelle, on a une réaction limitée, donc une réaction qui peut se faire dans les deux sens. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'à la fin, j'aurai plus de C et de D qu'au début? Ou est-ce que j'aurai plus de A et de B qu'au début? Puisque la réaction, elle peut se faire dans les deux sens. Et par exemple, si j'ai plus de A et de B qu'au début, ça veut dire que la réaction a eu lieu dans le sens inverse. Et si j'ai plus de C et de D qu'au début, ça veut dire que la réaction a lieu dans le sens direct. Donc la question est-ce que si je fais ça, la réaction va avoir lieu dans le sens inverse ou direct? Et donc pour ça, j'ai besoin de cette nouvelle grandeur. Voilà, donc ça c'est la question. Donc je définis le quotient de réaction, qui est la même chose que ça, mais pas à l'équilibre. Hein. Donc j'ai pris l'exemple avec ça. Hein, j'ai pris l'exemple avec ça, donc ça donne ça. Hein. QR donne ça. Donc vous voyez, il n'y a pas EC là. Voyez. Hein, quand il y a EC, eh bien là c'est la constante d'équilibre. D'accord. Donc ça c'est n'importe quand. Alors le quotient de réaction, je peux le calculer à l'état initial, par exemple, là, à l'état initial, QRI. Alors comment je vais le noter? Eh bien, je vais mettre des QRI, et puis en indice, je vais mettre la concentration initiale, c'est ce que j'ai mis là. D'accord. Je peux calculer au milieu de la réaction, bon voilà, donc là ça donnera ça, hein, je vais l'écrire comme ça. Et puis je peux calculer aussi à la fin de la réaction, hein, à l'état final, donc à la fin finale, ben, ça sera
QRF, hein, QRF, et ici j'aurai F, 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 ou EC, hein, j'aurais mec EC aussi, hein, EC, un équilibre, mais si j'ai EC, eh bien c'est exactement la fraction, hein, l'expression qui correspond à KEC. Donc le quotient de réaction à l'état final est égal à la constante d'équilibre. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, je vais répondre à cette question-là. D'accord, sachant ça, hein, je vais répondre à cette question-là. Si je mets pour cette réaction limitée A, B, C et D en même temps, est-ce que ça, l'équilibre, hein, est-ce que la réaction va évoluer dans le sens direct ou inverse, hein. Donc voilà, j'ai mis ça ici. Donc ça, je vais utiliser KR, voilà, donc j'ai remis la réaction. Alors cette réaction, c'est une réaction limitée, elle est caractérisée par une constante d'équilibre, hein, KEC. À la fin de la réaction, le rapport dont on parle, la division dont on parle, elle sera forcément égale à KEC, hein. Toutes les réactions limitées, à la fin, eh bien, la fraction est égale à KEC, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple au tout début avec les 3 cas, où on trouvait 4,6 à chaque fois. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas perdre ça à l'esprit, c'est qu'à la fin de la réaction, notre gros rapport sera égal à KEC. Bon, alors moi ce que je vais calculer, donc là j'ai mis du A, du B et du C, voilà, à t égale 0, donc je vais calculer le coefficient de réaction à l'état initial. Voilà, je le calcule, ça donne ça. Bon, alors on va pas laisser ça comme ça, il faut... non, bon, voilà, là c'est bon. Donc voilà, j'ai calculé, hein, j'ai calculé, et on imagine voilà, qu'on trouve, qu'on fasse le calcul. Alors voilà, pour la constante d'équilibre, on va dire que la valeur, je sais pas, je dis au hasard, ça soit 20, mettons, et puis le quotient de réaction, on trouve 5. D'accord? Voilà. Alors on peut trouver aussi, donc là on trouve un quotient de réaction inférieur à KEC. Je peux aussi trouver, mettons, 30. Hein, je peux trouver 30 pour le quotient de réaction initial. Et puis, donc la constante d'équilibre ne bouge pas, donc on a dit 20. Donc là, le quotient de réaction sera supérieur à KEC. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs cas possibles. En fait, il y a 3 cas possibles. QR inférieur à KEC, QR supérieur à KEC et QR égal à KEC. Donc on va voir l'effet produit de ces 3 cas-là. Allez, premier cas. Donc on calcule tout ça, on trouve 3, et puis on trouve 5, mettons, et la constante d'équilibre c'est 20. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le quotient de réaction va forcément évoluer, puisque cette fraction, à la fin de la réaction, forcément, elle est égale à KEC. C'est ça qui la caractérise. Donc le quotient de réaction va forcément évoluer. Alors il va forcément augmenter, hein, puisqu'à la fin de la réaction, QR doit logiquement être égal à KEC. Hein. Donc il va augmenter. Alors comment peut-il augmenter? Alors regardons un petit peu comment est fait le quotient de réaction. Donc on voit qu'au numérateur, on a la concentration des produits, hein, c'est C et D. Et au dénominateur, la concentration des réactifs, A et B. Donc plutôt que d'écrire le quotient de réaction comme ça, je l'écris entre guillemets, le quotient de réaction, et voilà, pour dire que au dénominateur, c'est les concentrations des produits, et au dénominateur, les réactifs. Donc on a dit forcément, hein, il est logique que KR augmente hein, quand la réaction se déroule, et quand KR est égal à KEC, ben, la réaction est terminée. Bon, alors le QR doit augmenter, donc ça veut dire que la concentration des produits doit augmenter. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir, au cours de la réaction, il va y avoir plus de D et de C qu'avant. Et la concentration des réactifs doit diminuer. Donc au cours de la réaction, il va y avoir moins de A et de B qu'au début. Bon, bah, ça veut dire forcément que s'il y a plus de C et de D, ça veut dire forcément que la réaction, dans ce cas-là, se déroule dans le sens direct. D'accord? Voilà. Donc on réexplique le raisonnement. QR est inférieur à KEC, QR doit forcément augmenter, donc la concentration des produits doit augmenter, la concentration des réactifs doit diminuer, donc forcément la réaction se fait dans le sens direct. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Donc tout ce petit raisonnement là, on va pas c'est un peu long à écrire, mais ça en rouge il faudra le retenir. Hein. À partir du moment où le quotient de réaction est inférieur à KEC, la réaction se fait dans le sens direct. D'accord? Allez, deuxième cas, bah, c'est l'inverse, hein, on calcule ça, et puis bon, la constante d'équilibre vaut 20, et puis on trouve 100. Voilà, ça fait 100. Donc ça veut dire que QR est supérieur à KEC.
Voilà, alors donc, bah, c'est l'inverse de tout à l'heure. À la fin, à l'état final, QR doit forcément être égal à KEC, donc QR doit diminuer. Hein. Si QR diminue, eh bien, ça veut dire que le dénominateur diminue, ça veut dire qu'il y a moins de produits, il y a moins de C et de D qu'avant, ça veut dire que le dénominateur augmente, donc il y a plus de réactifs qu'avant, il y a plus de A et de B qu'avant, donc ça veut dire que la réaction se fait là dans le sens inverse. D'accord? Voilà, donc ça à retenir, hein. On retient ça et ça. Et enfin le dernier cas, il y a égalité. Donc j'ai mis mon A, du B, du C, du D, je calcule QRI, et je trouve que c'est égal à KEC. Bon, bah, ça veut dire que ça va pas évoluer. Hein. La réaction ne va pas se faire. Il y a pas on dit que le système est à l'équilibre et qu'il n'évolue pas. Hein. Le système est à l'équilibre chimique, il n'évolue pas. D'accord? C'est le dernier cas. Bon, et bien sachant cela, maintenant, on va pouvoir expliquer eh bien, comment augmenter le rendement d'une réaction limitée. Donc règle que l'on connaît, hein. Il y a deux possibilités, soit on met un réactif en excès, ou soit on élimine un produit. Mais on va l'expliquer grâce à QR et KEC. Alors, je considère la réaction suivante, la réaction limitée suivante. Alors j'ai pris des coefficients stoichiométriques égaux à 1 pour simplifier. D'accord? Donc on écrit la constante d'équilibre donc c'est concentration C divisé par C0, hein, les produits d'abord, fois concentration D divisé par C0, les concentrations à l'équilibre, à l'état final. La puissance est de 1, quand les coefficients stoichiométriques valent 1, donc sa puissance 1, je ne l'écris pas. Et puis on fait pareil pour au dénominateur pour les réactifs. Donc ça donne ça. Alors on laisse pas ça comme ça, hein, il faut simplifier. Hein, quand on a plusieurs barres de fractions, il faut simplifier. Donc diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse voilà, de ça, donc ça donne ça. Hein. Donc ça, j'ai réécrit le numérateur, voilà, qui donne ça, c'est fois divisé par C0 carré, et je multiplie par l'inverse de ça, donc C0 carré divisé par A fois B. Donc les C0 carré s'éliminent, et je simplifie un peu l'expression de KEC. Bon, j'ai cette expression-là. Bon, alors, la réaction a lieu, voilà, et à la fin, elle est terminée. Et donc c'est une réaction limitée, donc dans le milieu réactionnel, il y a du A, du B, du C et du D, hein, puisque c'est une réaction limitée, le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Alors ce que je fais, eh bien j'imagine que, voilà, j'ai mon équilibre chimique qui est là, la réaction n'évolue plus, eh bien je prends un peu seulement du A, hein, je mets du A, et je rajoute du A, d'accord? Hein, alors mettons que le A ça soit du sucre, hein, mettons que le A ça soit du glucose, voilà, et bien je prends un petit peu de glucose, voilà, et puis j'en rajoute, d'accord, dans le milieu réactionnel. Hein. Donc le volume n'évolue pas, hein, donc je mets en quelque sorte A en excès, puisque j'en rajoute, si vous voulez. Hein. Je ne mets pas de B par contre, hein, je mets que du A. Donc du coup la concentration en A, à l'instant où j'ai rajouté le glucose, a augmenté. Donc la concentration A dans le milieu réactionnel, c'est plus AEC. Je vais l'appeler A1. Et A1 est supérieur à AEC. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Donc du coup, à partir du moment où j'ai rajouté le glucose, le sucre, le A, je vais écrire le quotient de réaction. Donc le quotient de réaction, bah, quoi va-t-il être égal? Il va être égal, donc pour C, ça n'a pas évolué, hein, à l'instant où je le mets. Hein. D non plus, B non plus, mais A, bah, ça sera la concentration A1, qui sera supérieure à AEC. Voilà. D'accord? Donc voilà mon quotient de réaction. Alors maintenant, je compare la valeur de mon quotient de réaction à la valeur de la constante d'équilibre. Bien, A1 est supérieur à AEC. Donc ça veut dire que QR est forcément inférieur à KEC. D'accord? Puisque le dénominateur est plus grand. Donc ça c'est plus petit. Donc j'écris QR est inférieur à KEC. Et maintenant j'ai retenu la règle qui est précédente. Si QR est inférieur à KEC, la réaction évolue, hein, et dans le sens 1. D'accord? Elle évolue dans le sens direct. D'accord? Donc tout d'un coup, le fait de mettre A en excès, eh bien, B, c'est B comme avant, hein, mais j'ai mis A en excès, et bien du coup, hop, ça donne plus de produits C et D. Donc forcément, le rendement augmente. Voilà, ça c'est la première méthode. Alors maintenant, deuxième méthode, c'est l'élimination du produit. Alors le début c'est exactement pareil, on a la même réaction, voilà, constante d'équilibre, pareil, voilà, constante d'équilibre, voilà. Donc j'ai mon équilibre chimique qui est là.
qui est fait. Bon, donc une certaine valeur de... Voilà, j'ai les concentrations qui sont écrites ici. Et ce que je fais, donc on verra comment, je supprime un des produits. Hein, je supprime C ou D. On va dire que j'enlève du milieu réactionnel C. Il n'y a plus de C dans le milieu réactionnel. Et donc à partir du moment où je l'enlève, je calcule le quotient de réaction. Donc en calculant le quotient de réaction, donc c'est à cet instant-là, hein, donc la concentration en C n'a pas évolué, en D non plus, en B non plus, pardon. La concentration C est nulle, d'accord. En D n'a pas évolué, en B non plus et en A non plus. Mais puisque je l'ai retiré du milieu réactionnel. Donc il n'y a plus de C. Donc le quotient de réaction est nul à partir du moment où j'enlève ça. D'accord. Donc ça je l'écris. Voilà. Et donc si le quotient de réaction est nul, à partir du moment où j'enlève ça, QR est inférieur à KX. Et si QR est inférieur à KX, et bien forcément, le A et B qui restent va continuer à réagir finalement. Hein, ils n'avaient pas réagi, mais là ils vont continuer à réagir pour former, pour que la réaction ait lieu dans le sens direct et pour former du C et du D. Ce qui nous permet d'avoir encore plus de produits qu'avant. Voilà, donc du coup, le rendement augmente aussi. Hein. Voilà. Alors maintenant, j'ai dit, maintenant parce qu'il faut voir un peu l'aspect pratique, ça c'est l'aspect théorique, mais l'aspect pratique, on enlève un produit, mais comment on fait quoi, hein, l'aspect pratique. Alors on va voir un exemple pratique avec l'estérification. Voilà, donc ça c'est une réaction d'estérification, donc là j'ai un alcool, un acide carboxylique, l'ester et l'eau, donc ça c'est l'ester. Alors on ne peut pas le faire, alors cette technique elle ne marche pas toujours, mais voilà, donc dans l'exemple que je vous prends, que je vous montre, elle marche. Alors pour ça, on a besoin des températures, il faut qu'il y ait certaines températures d'ébullition. Alors voilà, donc là je donne les températures d'ébullition des liquides purs. Hein. Température d'ébullition d'alcool, température d'ébullition de cet acide carboxylique, température d'ébullition de l'ester et température d'ébullition de l'eau. Donc je constate que la température d'ébullition de l'ester est la plus basse. Donc on dit que l'ester est l'espèce la plus volatile des quatre. D'accord. C'est-à-dire qu'il suffit de chauffer un petit peu, pas beaucoup, hop, et c'est elle qui va partir en premier. Hein, c'est elle qui va s'évaporer en premier. Hein. Voilà, c'est ça la signification de plus volatile. Bon, bref, alors j'ai mon équilibre chimique, et ce que je fais, je vais distiller, je vais faire bouillir ça, hein, je vais faire une distillation. Hein, la distillation, je vous rappelle, c'est pour séparer un mélange de liquide pur. D'accord. Donc on peut séparer le liquide le plus volatile du reste, hein, c'est ce que je vais expliquer. Donc le montage de distillation, le voici. Donc ici, alors là c'est j'ai mis comment ça s'appelle, les espèces au début, hein, l'espèce initiale. Hein. Mais bon, alors on imagine que la réaction est faite, donc du coup j'ai les 4. Hein. Dans le milieu réactionnel, hein, j'ai les 4 espèces, hein, j'ai les 4 espèces qui sont là. Et je fais bouillir. Je fais bouillir, et donc ici j'ai de la vapeur, d'accord. Et comme l'ester, alors je règle ici la puissance de chauffage de telle sorte que la température en haute colonne de distillation soit celle-là, hein, de 54, hein, la température de condensation, d'ébullition, de liquéfaction de l'ester. Hein. Donc là, j'ai voilà, donc là j'ai une vapeur, et comme, donc ça vous la mettez un peu, puis c'est logique, comme l'ester c'est l'espèce la plus volatile, eh bien la vapeur ici en haute colonne, ça sera de l'ester pur. D'accord. Parce que c'est l'espèce la plus volatile, donc ça sera de l'ester pur. Donc ces vapeurs d'ester vont rentrer ici, ici le réfrigérant oblique, hein, les parois sont froides, et on va obtenir ici l'ester pur. Donc en fait on a retiré en fait un produit du milieu réactionnel. Donc du coup QR va être inférieur à KX, donc du coup déplacement de l'équilibre dans le sens 2, dans le sens direct, donc formation davantage d'ester. Donc le rendement augmente. Et ainsi, on peut avoir un rendement qui va jusqu'à 100%, hein, jusqu'à épuisement, hein, puisque les deux réactifs vont continuer à réagir, hein, jusqu'à ce que le réactif en défaut soit entièrement consommé. Et donc du coup, on peut avoir un rendement qui, bien qu'on ait une réaction limitée avec cette technique, on peut avoir un rendement qui atteint 100%, hein, proche de 100%. Voilà, oui, je crois que c'est fini. Ah oui, bon, voilà, c'est ça. Oui, c'est fini. Cette leçon est finie.